Conclure, c'est refermer quelque chose, mais c'est également ouvrir. Refermer quelque chose, c'est l'acquis de 2 ans de séminaire, mais aussi l'acquis de cette journée de colloque qui a été extrêmement riche. Et au fond, chacun tirera ses conclusions, et du séminaire, et de la participation à la journée d'aujourd'hui. Chacun sera un lecteur de tout ce qu'il a vu et entendu. Pour ma part, quelles sont les miennes? Alors, première réflexion, à propos du titre « Femmes et religion en Méditerranée ». Y a-t-il véritablement une question féminine propre à la Méditerranée? À première vue, la réponse est non. La question de la femme, la question féminine, est universelle. La question des inégalités, des discriminations, des statuts se retrouve dans tous les mondes passés et présents, méditerranéens et autres. On aurait pu faire tout un colloque sur la femme en Chine, ou la femme au Japon, ou la femme en Inde, et on aurait vu à quel point les discriminations ont toujours existé et les contraintes sont toujours présentes. En Amérique latine, dans le monde russe, dans l'Afrique subsaharienne. On a parlé des crimes d'honneur avec Irma de Kilo. Mais lorsqu'on relève les statistiques des féminicides ces dernières années dans le monde, sait-on que 50 000 femmes sont tuées actuellement, en 2018-2019, par leurs partenaires dans le monde. 50 000. En France, dans la France de 2020, 150 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou leurs anciens partenaires. Au Mexique, on le sait, c'est 7 ou 8 femmes tuées par jour. Donc la question est universelle, celle du rôle de la femme, du regard sur la femme, de son statut, de sa relation à l'homme viril, ou de sa relation à la société. Et la question, elle n'est pas d'abord théologique, elle est sociale et culturelle. Mais il y a une spécificité méditerranéenne. C'est ma deuxième observation. Blandine Cellini l'a dit, il y a un système de pensée profond, comme l'avait écrit Harkoun, en Méditerranée, quels que soient les clivages du bassin méditerranéen. Il y a un socle méditerranéen. Et dans ce socle méditerranéen, il y a effectivement un certain regard sur la femme, cela a été rappelé toute la matinée, est fait de l'addition du concept de la famille élargie, de la tribu, du clan qui a habité tout le bassin méditerranéen, de la philosophie du monde grec et romain et des 3 monothéismes méditerranéens. Il y a eu l'addition du religieux aux structures sociales et culturelles qui étaient fortes en Méditerranée en faveur d'un système patriarcal. Il y a eu, comme le disait Blandine, un aval religieux donné au système patriarcal, du droit byzantin au droit canon, pour ce qui a abouti à ce qu'il y ait une confusion de l'homo et du vir, de l'homme universel et du vir masculin.
l'homme masculin devenant le symbole de l'universel, avec l'aval religieux. Cela dit, on l'a vu tout au long de notre journée, mais on l'a surtout vu au long du séminaire, moins aujourd'hui. Car beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui sur la rive sud et peu sur la rive nord. On a peu entendu la rive nord. Or, la rive nord, c'est plusieurs mondes. C'est l'Europe méditerranéenne, mais c'est aussi l'Europe au nord de la Méditerranée. Et c'est aussi le monde slave et orthodoxe. Et entre ces trois mondes européens, le regard sur la femme, le statut de la femme est différencié. On le sait bien, les processus de la sécularisation, de la laïcisation n'ont pas été les mêmes dans ces trois mondes européens. Et naturellement, le rôle de la religion réformée, du protestantisme, a été décisif en Europe en faveur de la valorisation de la femme. Mais on n'a pas du tout évoqué cela aujourd'hui. Entre les deux rives, donc, il y a déjà trois Europes au nord, et au sud, il y a le Maghreb et sa spécificité par rapport au Moyen-Orient. On retrouve, à propos de notre sujet, les différenciations que nous avions faites il y a 2 ans en conclusion du séminaire sur la liberté religieuse. Le Maghreb, parce qu'il est au confluent de l'Orient et de l'Occident, parce qu'il a été colonisé d'une certaine façon, parce qu'il a subi l'influence de l'Europe occidentale beaucoup plus forte, parce que ce n'est pas un monde de pluralité religieuse statufié, comme l'a été le monde ottoman de l'Orient. Le Maghreb est beaucoup plus ouvert, a beaucoup plus évolué, aussi bien sous l'influence du bourguibisme que sous l'influence de la monarchie marocaine dans 2 contextes différents. Et le Moyen-Orient, il reste marqué par l'ottomanisme, par les statuts communautaires et par l'enfermement de l'individu. Pas seulement la femme, mais l'individu. Ça a été rappelé à propos du poids des codes canoniques et des codes religieux pour les minorités chrétiennes, qui font que tout individu, mais la femme plus que d'autres, est enfermée au Moyen-Orient dans un statut. Et au surplus, il y a eu l'influence de la radicalité islamique dans certaines régions du Golfe, comme en Arabie saoudite. Il y a donc effectivement un système de pensée profond en Méditerranée qui vient sacraliser un statut discriminé de la femme, mais avec des différenciations selon les régions de cette Méditerranée. Troisième observation, le religieux peut-il être un facteur d'évolution ou est-il définitivement un facteur de blocage quant à la féminité et au passage de la féminité à une modernité? Il a été très intéressant de rappeler, notamment dans la matinée, les distinctions à faire entre les révélations des textes et la lecture des textes, entre la révélation chrétienne faite par Jésus et les discriminations et les inégalités gérées par l'Église. Les 11 apôtres sont des hommes et l'Église va se bâtir sur la masculinité. Jésus était beaucoup plus ouvert à la femme et aux femmes que l'ont été ses successeurs. Dans l'islam, c'était pareil. Mahomet a été beaucoup plus pragmatique et ouvert vis-à-vis de la femme et des femmes que ne le sera la sunna et la jurisprudence des oulémas. Autrement dit, l'institutionnalisation de la religion après le temps de la révélation vient cristalliser des lectures qui, par le fait que ce soit des hommes
qui gère ces religions, prêtre ou ouléma, va masculiniser le regard sur la place de la femme, son rôle et son statut. Le christianisme et l'islam, mais le judaïsme aussi, auraient pu être beaucoup plus ouverts et égalitaires. Ils ont été bloqués dans leur pratique. Ils ont été masculinisés rapidement et ils y sont restés jusqu'au XIXe siècle. Alors, quatrième observation, toute l'évolution s'est faite dans le triangle entre société, État et religieux. Comment a-t-il fonctionné ce triangle? Eh bien, il a évolué de façon assez complexe. Ce n'est pas par le religieux que la question de la femme a évolué et s'est modernisée. C'est par les affrontements au sein des sociétés. C'est par le choc entre les traditions sociales et l'action de minorités agissantes ou de mouvements qui ont conduit à des luttes politiques, à des luttes sociales et, au bout du compte, à des relectures des textes sacrés. Donc, dans ce triangle société, État, religieux, eh bien, c'est souvent par des femmes, mais aussi des hommes, que les choses ont évolué. Mansour Fahmy est à citer comme étant l'un de ceux qui a fait évoluer le regard musulman sur la femme bien avant que cela bouge au XXe siècle. Dans ce triangle société, religieux, État, on se rend compte que là encore, cela a évolué différemment en Europe, au Maghreb, en Turquie, au Moyen-Orient. Sur la rive nord, la sécularisation, la démocratisation, l'individualisme ont évidemment accéléré les choses, aidé les femmes et les féministes à faire bouger les institutions et les règles, ce d'autant plus que les droits se sont laïcisés et que les États démocratisés ont pu transformer les droits. Dans la rive sud, c'est plus compliqué parce que le droit est hybride, religieux et sociétal. Et il est géré en partie par les États, en partie par les jurisprudences des oulémas. Donc, il est beaucoup plus compliqué de faire appel aux États seuls pour transformer le statut de la femme sur la rive sud. Mais on nous a montré qu'en Tunisie, justement, la volonté politique de Bourguiba s'est associée à un dialogue avec les oulémas pour faire passer le nouveau code et le nouveau statut familial. Il faut donc associer les forces religieuses et les forces étatiques pour que les choses bougent sur la rive sud. Encore faut-il que le pouvoir politique s'y prête et en ait la volonté politique. Mais encore faut-il que la société elle-même le veuille. Et c'est toute l'action actuelle des mouvements féminins et des mouvements féministes, laïques et religieux au Maghreb, mais également au Moyen-Orient. Tout le débat sur le féminisme islamique, son ambiguïté, sa complexité, mais en même temps son apport à l'évolution quant à la lecture des textes religieux. Alors, on voit bien que certains sont plutôt favorables à la complémentarité, d'autres affirment l'égalité juridique au nom du droit universel. Mais n'y a-t-il pas convergence
objective dans une certaine étape entre les uns et les autres, entre les mouvements laïques et les mouvements féministes islamiques, aussi bien au Maghreb qu'en Orient ou que dans le monde iranien. Donc, dans ce triangle société, religieux, État, là encore, il y a des différenciations qui se sont créées, société par société. Le cas turc est différent du cas libanais, et bien sûr, le cas tunisien est différent du cas algérien et du cas marocain. Mais dans tous les cas, sur la rive sud, il faut passer par une certaine relation entre le religieux, l'État et la société pour que, au bout du compte, la place de la femme soit pleinement reconnue. Dernière observation, puisqu'il s'agit d'être conclure, c'est également regarder sur demain. Chacun a tiré ses conclusions de cette journée. Pour ma part, quelle dynamique me semble présente, me semble à l'œuvre aujourd'hui, pour demain et après-demain, concernant notre sujet? Il me semble qu'il y a une première dynamique qui est celle de la poussée de la modernité féminine partout, partout dans le monde, et donc partout en Europe occidentale, et donc partout également au Maghreb et au Moyen-Orient. Cette poussée de la modernité féminine, bien sûr, s'inscrit dans des contextes très différents, selon les régions, selon les pays que l'on vient de citer, mais cette poussée est à l'œuvre, elle s'est amorcée au 19e, elle s'est développée au 20e et elle va s'accélérer au 21e siècle. Cette poussée de la modernité féminine, on sentait par exemple dans l'intervention de nos théologiennes tout à l'heure, et je crois que vous vous en rendrez compte ce soir dans la soirée, à quel point les acteurs féminins actuels, qu'ils soient catholiques, protestants, musulmans, juifs, sont déterminés à faire bouger les choses dans leurs institutions et au-delà. Donc cette poussée de la modernité féminine est à l'œuvre partout. Deuxièmement, la dynamique, c'est évidemment l'appropriation accrue par le féminin de la relecture des textes sacrés, des trois monothéismes qui dominent la Méditerranée. Eh bien, le rôle des textes est évidemment essentiel, et la relecture de ces textes est primordiale. Et on a bien vu aujourd'hui le poids de les lectures féminines, mais aussi féministes des textes, qu'il s'agisse de femmes laïques ou de femmes islamiques, qu'il s'agisse de femmes chrétiennes, de femmes musulmanes ou de femmes juives. Et, j'allais dire, les scandales que provoquent ces relectures des textes, on l'a vu dans l'intervention de Monique Pelletier. Et ces relectures des textes, à un moment ou à un autre, atteindront les clercs, atteindront les gérants, que sont les oulémas, les rabbins et le clergé de l'Église catholique. Il y a donc une appropriation accrue par le féminin des textes, de la relecture des textes. C'est la deuxième dynamique, la première étant cette poussée de la modernité féminine. La troisième dynamique qui me semble à l'heure, c'est la lente laïcisation, la lente sécularisation et débouchant sur la lente laïcisation au Moyen-Orient, mais également dans le Golfe. On pourrait s'étendre là-dessus. Dans ce monde du Moyen-Orient et de Golfe encore très enfermé dans un communautarisme et dans la lourdeur du système ottoman, de tous ces codes
qui régissent ces pays, eh bien, cette sécularisation et cette laïcisation sont maintenant à l'œuvre, du Liban à l'Arabie saoudite. Du Liban à l'Arabie saoudite. Cela va donner lieu dans le siècle qui vient, dans les décennies qui viennent, à des évolutions de plus en plus intéressantes dans tous ces pays qui sont au cœur aujourd'hui de l'immobilité du rapport entre la femme et la religion. C'est le Moyen-Orient et le Golfe. Eh bien là, les choses bougent. Enfin, pour ma part, il me semble qu'il y a une dynamique qui est à l'œuvre, qui commence à être à l'œuvre au sein des institutions religieuses et notamment de l'Église catholique. On n'a pas beaucoup parlé de l'Église catholique aujourd'hui. On devrait en parler plus. Nous sommes au Collège des Bernardins qui accueille ce colloque et toutes les problématiques soulevées ces dernières années par les différents scandales, les différentes affaires exhumées sur la sexualité et autres, font que l'Église catholique est rentrée en réflexion sur elle-même quant au rapport avec la féminité et le féminisme. Et quand on connaît le poids médiatique de l'Église catholique dans le monde, le poids de la parole papale, d'un côté, Alberto Ambrosio l'a dit ce matin en ouverture, le catholicisme est encore dans une impasse du fait du poids de sa tradition en la matière et du fait que ceux qui ont suivi le Christ ont immédiatement été bien plus anti-féministes que ne l'était le Christ. Mais ce catholicisme est en train de bouger, de par l'action courageuse de quelques personnes et de par ce qui se passe à l'intérieur des sociétés catholiques. Le débat actuel sur le diaconat en est un exemple. Enfin, dernière dynamique, au-delà donc de la poussée de la modernité féminine un peu partout, au-delà de l'appropriation accrue de l'herméneutique et de la gestion du religieux par les acteurs féminins dans les trois monothéismes, au-delà de la lente laïcisation du Moyen-Orient et du Golfe, au-delà de la lente mutation de l'Église catholique, c'est évidemment le fait que cet avenir est porté par les sociétés qui sont autour du bassin méditerranéen et que ces sociétés du bassin méditerranéen ont connu un printemps, ont connu ensuite le chaos qui a suivi ces printemps de 2011 et rentre aujourd'hui, ce sera mon dernier mot et il sera optimiste, c'est ma nature, rentre maintenant, après des années de chaos, dans un nouveau mouvement plus pragmatique de transformation auquel sont associés les différents acteurs de ces sociétés de la rive sud, qui ont tiré les leçons de ce qui s'est passé depuis 2011 et qui ont formé, qui sont en train de former dans tous les pays de la rive sud de nouveaux noyaux d'acteurs du changement, de nouveaux moteurs du changement que l'on a retrouvés aujourd'hui dans la maturité des analyses présentées par l'ensemble des intervenants de la rive sud par rapport à ce que l'on entendait il y a une dizaine d'années. Voilà, cela m'amène donc à considérer avec un relatif optimisme ces différentes dynamiques qui vont nous conduire demain dans le rapport entre les femmes et les religions en Méditerranée à un certain flou, mais un flou qui est un flou porteur de mouvements, vers, disons, une reconnaissance de ce qu'est le féminin
dans le religieux, en parallèle de la reconnaissance de ce qu'est le féminin dans une société plus démocratique.